Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, bonjour et merci de m'octroyer cette tribune. Je dois avouer que c'est avec beaucoup d'émotion, parce que d'abord vous contenez un rôle de marchand d'art, mais difficile de se contenir à ce rôle, puisque étant moi-même congolais, né à Kinshasa, grandi au Congo, et à la fois enfant de la diaspora, puisqu'arrive à l'âge de 16 ans ici. D'ailleurs, je me présente en tant qu'à la fois congolais et belge, fier de l'être, puisqu'on peut se permettre, j'espère, de pouvoir être fier de ces deux origines. Évidemment, quand on est métisse, c'est peut-être un peu plus facile, mais je pense qu'on peut, parce qu'il y a eu un débat sur le fait de savoir si certaines personnes ayant fait la nationalité belge avaient plus ou moins, je dirais, le pouvoir de pouvoir parler plus ou moins que d'autres. Je pense que non. Je fais un petit clin d'œil, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques mois, à la victoire de l'équipe de France. Et ce clin d'œil au discours d'Obama à Johannesburg, qui parlait de la France qui avait gagné la Coupe du Monde. Mais tout le monde sait que tous les Africains se sont retrouvés champions du monde aussi ce jour-là. Et donc on peut se sentir complètement français et complètement africain. Voilà. Alors, restitution, j'ai vu que c'était écrit avec un grand point d'exclamation. C'est un mot qui fait peur, qui a l'air de faire peur. Restitution, je vais le mettre en parallèle avec dignité, parce qu'ayant entendu tous les intervenants aujourd'hui, je ressens uniquement une seule chose quand j'entends restitution aujourd'hui. Je ressens le mot dignité. Je vais faire un petit pas en arrière. On a commencé avec le discours de Macron qui parlait de la restitution du patrimoine africain, mais tout a commencé quelque temps auparavant avec la demande de restitution du Bénin, pays souverain, qui réclamait le retour de ses œuvres d'art pillées lors de la colonisation française. Et la réponse, en fait, à l'époque du ministre des Affaires étrangères, Hérault, a été perçue par les Africains, enfin par les Béninois pour commencer, comme d'une manière sanglante. La réponse était: ces objets font partie désormais du patrimoine public français et donc sont inaliénables et imprescriptibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de débat. Et c'est à ce moment-là, je pense, que les choses ont mal été. Pourquoi? Parce que le Bénin a ressenti cette réponse d'une manière sanglante. Les Africains se sont retrouvés humiliés une fois de plus. Je pense qu'il aurait juste fallu ouvrir le débat. Vous savez, le mot restitution, il suffit d'ouvrir presque tous les jours un journal qui parle de l'art, et vous verrez qu'il n'y a pas une seule semaine qui passe où on parle de restitution. Le cas d'école, la Grèce qui réclame le retour des frises du Parthénon, l'Égypte qui réclame le retour du buste de Néfertiti depuis 1925. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces demandes? Quand on pense que l'Égypte, depuis 1925, réclame le retour du buste de Néfertiti, c'est une question de dignité. Quand la Grèce réclame le retour des frises du Parthénon, c'est une question de dignité. Ils ne lâcheront jamais. Jamais. Et ce n'est pas parce que l'Afrique aujourd'hui, entre guillemets, ose demander une restitution que le sujet doit être clos. Je pense qu'il faut débattre de cela. Vous savez, je voyage énormément encore en Afrique, plus pour trouver des pièces, puisque je n'ai pas connu cette grande époque, mais par amour du continent, par amour de mon pays. Je n'ai à aucun moment rencontré un Africain vivant en Afrique, ou un Africain venant de la diaspora, qui a envie un jour de voir les musées du monde se vider. Il faut arrêter de penser que l'Afrique aujourd'hui réclame le retour de la totalité de son patrimoine en Afrique. C'est une chose qui est erronée, qui est fausse. Chaque Africain habitant en Afrique ou issu de la diaspora est fier de voir la représentation de sa civilisation dans tous les grands musées du monde. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote rapide. J'ai un de mes amis congolais, habitant à Genève, qui s'est rendu pour le Grand Prix à Doha. Et il m'a appelé en pleine nuit, tout excité, en me disant: écoute, c'est incroyable,
Je viens de visiter le nouveau musée de Doha, pardon. Et j'y ai vu des objets africains, mais c'est incroyable, me dit-il. Il y a une maternité Congo qui vient de ma région, de où j'habite. Il était tellement fier de cela, parce qu'il était avec son groupe d'amis suisses, qu'eux n'avaient aucune représentation de leur civilisation dans ce musée. Il m'a demandé de lui envoyer la plupart des livres qui parlaient de sa région, du Royaume Congo. Il ne passe pas aujourd'hui une semaine pour qu'il m'appelle et pour qu'il essaie d'en savoir plus sur d'où il vient, de qui il est. Aujourd'hui, chaque personne issue de la communauté africaine habitant à Bruxelles en Belgique a l'opportunité, l'occasion de pouvoir visiter ce majestueux et grand musée de Tervuren. Certains d'entre nous ont une histoire avec ce musée, j'en ai une personnelle moi-même aussi. C'est pas ça le problème. Tout aussi, il faut admettre, évidemment, c'est pas pour autant que nous sommes fiers de voir notre civilisation représentée dans tous les musées du monde, de New York à Bruxelles en passant par Paris, que l'Afrique aussi, elle, a droit à ce patrimoine. Je pense qu'il faut chercher en tout cas un juste milieu de tout cela. Je reviens sur cette déclaration de Macron. Rendre à l'Afrique son patrimoine. Mais l'Afrique, peut-on en parler en un seul nom? L'Afrique est plurielle aujourd'hui. Et l'Afrique de Dakar n'est pas l'Afrique de Kinshasa ou l'Afrique de Bamako. Il faut essayer d'avoir une vision beaucoup plus vaste et complexe de tout cela. Mais dignité, gardons cela en mémoire. Dignité, c'est ce qui revient le plus. Les Africains, les panafricains ne lâcheront jamais pour une question de dignité. Je pense qu'il faut ouvrir le débat. Le débat, c'est quoi? C'est pas arriver directement à une restitution des pièces, cela prendra du temps. Et même si ça débouche à certaines restitutions, et alors, est-ce que les 350 000 pièces du musée de Tervuren se sont très démunies parce que peut-être 10%, 15%, je ne sais, de ces pièces sont issues d'un pillage? Vous l'avez dit, monsieur le directeur, il y a des centaines de milliers de pièces dans ce musée. Je connais le marché de l'art, il y a des centaines de milliers de pièces qui se négocient tous les jours. Toutes ces pièces ne sont pas issues d'un pillage. Mais il ne faut pas nier que certaines en sont issues, évidemment. C'est en voulant occulter une partie de la vérité qu'on va dans un débat faussé. Il faut accepter, nous aussi, Africains, que énormément de ces pièces sont par exemple issues de l'abandon des croyances. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Les civilisations évoluent. Nous avons évolué, nous aussi, en Afrique. Ces pièces, certains vous diront, ont été sauvegardées, ont été sauvées. Peut-être. Ce n'est pas le vrai débat, certaines. L'Africain a besoin d'être représenté dans tous les grands musées du monde, mais aussi en Afrique. Et c'est cela qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un débat constructif. Parce que tout ce qui est excessif n'aboutira à rien. Sincèrement, vous savez, comme on est en Belgique, on va rester sur le Congo et la Belgique. C'est une vieille histoire d'amour. C'est je t'aime moi non plus. Des blessures, des divorces, des remariages. Alors vous savez, certains d'entre vous ont vécu des séparations. Il y a des moments où chacune des parties prend un avocat et ça se tape dessus, ça se dispute le partage de la garde des enfants et de ceci et de cela. Et finalement, la meilleure des choses, c'est d'asseoir autour de la table et de régler les choses amicalement. Et ce passé douloureux qu'il y a, que j'ai entendu, que je connais aussi aujourd'hui, parce que je suis issu, comme je l'ai dit, du Congo, et que ma mère elle-même a vécu directement le colonialisme. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'était hier. Et je pense qu'il faut passer au-delà de ces douleurs et d'aller dans un avenir constructif, et non dans l'excès. Toutefois, je peux comprendre une chose, que c'est quelque chose qui fait mal. Mais il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire aujourd'hui est représenté en partie par ces œuvres d'art, parce qu'elle est la représentation de notre civilisation, de notre patrimoine, mais aussi elle est la preuve vivante, si je puis dire, de ce passé, de notre histoire, non seulement de l'histoire de ces pièces dans leur tribu, non seulement de l'histoire de leur passage de ces tribus à nos musées, mais elle a aussi leur importance
dans les occidentaux, car vous tous aujourd'hui pouvez aller expliquer à vos enfants et pas de devoir aller en Afrique pour pouvoir parler de ces œuvres. Et nous n'oublierons pas aussi les Africains qui, eux, ont besoin d'avoir accès à leur patrimoine. Trouvons une solution commune pour que tous nos démons soient juste partie de l'histoire et plus de notre futur. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, on entend parler de 350 millions, c'est énorme, c'est aucun continent. L'Afrique aujourd'hui n'est plus mendiante. L'Afrique aujourd'hui avance, elle évolue, elle sait d'où elle vient, mais elle a besoin de savoir où elle va. Et pour savoir où nous allons, il faut savoir d'où on vient. Et cette représentation stylistique de nos objets est la représentation matérielle de tout cela. Vous savez, l'art aujourd'hui, parce qu'on en parle comme objet d'art, il est vrai que dans la plupart de ces cultures, ces objets n'étaient pas considérés ainsi. C'était des objets sacrés, des objets vénérés. Mais je n'ai aucun problème de ça qu'aujourd'hui ces objets soient reconnus comme étant des œuvres d'art ultimes. Qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique aujourd'hui de pouvoir, quand je visite des grands collectionneurs dans le monde entier, d'avoir une peinture de Bruegel ou de Matisse ou de Picasso qui confronte ces objets africains. C'est une fierté, et nous devons prendre de cette façon. Comme tout a été dit, je vais me permettre, si vous voulez bien, de terminer par un texte aujourd'hui qui parle d'une situation qui a eu lieu à la fin du 19e. Pourquoi je vais en parler aujourd'hui et vous lire ce texte? Pour la seule bonne raison que vous allez vous retrouver un petit peu, vous allez vous retrouver baigné un petit peu dans cette époque. Et ce qui s'est passé à l'autre bout de la Terre, enfin, si on part de l'Afrique, ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans énormément de parties du monde à la fin du 19e siècle. Alors, j'aurais bien aimé que ce texte soit de moi, mais il est de Victor Hugo. Et il est de 1861. Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition belle et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment. Selon vous, l'expédition de Chine, faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon, est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre. Et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. L'art a deux principes, l'idée que produit l'art européen et la chimère que produit l'art oriental. Le palais d'été était alors chimérique ce que le Parthénon est à l'art rival. L'art idéal, pardon. Oui, c'est là-dessus. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas comme le Parthénon une œuvre rare et unique. C'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. Bâtissez-y un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le sentière, le harem, la citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le et dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poètes les 1001 rêves et des 1001 nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et de cume, des cygnes, des ibis, des pans, supposant en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument-là. Il avait fallu pour le créer le long travail de 2 générations. Cet édifice qui avait l'énormité d'une ville avait été bâti par les siècles et les siècles pour qui? Uniquement pour les peuples. Alors, il avait fallu... Bon. Car ce qui fait le temps appartient à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissent le palais d'été. Voltaire en parle. On sait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris. Le palais d'été était en Orient, si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin dans le ne sait quel crépuscule, comme une silhouette des civilisations d'Asie, sur l'horizon de la civilisation de l'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été.
L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être voleuse, à ce qu'il paraît. Une dévastation au Grand Palais s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mener tout cela le nom d'Elga, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu'on avait fait au Parthénon en Grèce, on l'a fait au Palais d'été, mais plus complètement et mieux, pour ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce que splendide et formidable musée d'Orient. Il n'avait pas seulement tous les chefs-d'œuvre de l'art, il avait un entassement d'orfèvrerie. Grand exploit, bonne aubaine. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches. L'autre, en voyant cela, a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, en riant. Telle était l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes civilisés. Et pour nous, les Chinois, je pourrais dire les Africains, sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France et l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste, et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas toujours la faute de ceux qui en sont menés. Les gouvernements sont quelquefois les bandits, mais les peuples ne le sont jamais. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il l'étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée, nettoyée de ce butin, renverra la Chine spoilée. En entendant, il y a eu un vol et deux voleurs, je le constate. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine. Victor Hugo, le 25 juillet 1961.